Bonsoir. La catastrophe aérienne du Convair 640 qui s'est écrasé hier matin au Sénégal entre Dakar et le Cap Skirring a fait 30 morts et 26 blessés, c'est le bilan officiel. L'enquête en cours devra confirmer ce qui semble se préciser. L'accident serait dû à une erreur de pilotage. Les pilotes auraient confondu les lumières d'un hôtel et les balises de la piste d'atterrissage. Les survivants devraient atterrir à Orly d'ici quelques minutes. Claire Sébastien. Aéroport du Bourget ce matin. 30 heures après le drame, 2 blessés dont l'état est jugé très grave arrivent à Paris à bord d'un Mystère 20 transformé en avion sanitaire. L'un d'eux sera transporté en ambulance à l'hôpital Foch de Suresnes. L'autre, dont l'état nécessite une intervention chirurgicale d'urgence, est acheminé en hélicoptère du SAMU vers l'hôpital de Créteil. Le retour en France des autres blessés, 21 personnes au total, est prévu dans quelques instants à Orly. Pour les rescapés du Cap Skirring, c'est la fin du cauchemar. Parti de Dakar à 4h30 dimanche matin à bord d'un Convair 640, affrété auprès d'une compagnie gambienne, 48 Français et un couple de Belges s'apprêtaient à passer une semaine de vacances au Club Méditerranée de Casamance. Mais le pilote de l'avion, un Américain, à 50 km de son lieu d'atterrissage, va confondre l'allée éclairée d'un hôtel avec la piste de l'aérodrome. C'est en tout cas l'hypothèse de l'erreur de pilotage qui est retenue pour l'instant. Selon certains pilotes, cette erreur pourrait s'expliquer par le balisage défectueux de certains petits aéroports africains. Pourtant, ce matin-là, 3 Convair 640, emportant les vacanciers du Club Méditerranée, avaient pris la même direction. 2 seulement sont arrivés à destination. Au Sénégal, les opérations de secours ont été coordonnées par le Club Méditerranée qui a vécu là sa première catastrophe. Véronique Gaglione et Franck Brisset ont pu recueillir à Dakar le témoignage des survivants. Les côtes cassées. Je ne sais pas, on était censé arriver. Vous vous souvenez de l'accident ? Vaguement, oui, on était censé arriver, on avait fait le temps de vol normal. On nous a annoncé de mettre nos ceintures, nous allions atterrir et puis se retrouver un peu sur une plage, à 200 km en fait de là où nous devions atterrir. Je ne me rappelle plus sinon. Ça a été un choc violent ? Très. C'est quand il a commencé à atterrir, hein, on nous avait déjà dit d'attacher ceinture et tout. Il a commencé son atterrissage, ça se passait bien. Puis, je sais pas, à un moment il s'est retrouvé par terre, il a roulé par terre. Il a essayé de sauver la situation, je pense, et puis boum, mais ça a pété. Vous étiez en couple ou vous êtes tout seul? Je suis en couple, ma femme est partie cette nuit. L'Algérie, 6 policiers auraient été assassinés à Alger la nuit dernière par des Afghans. Ces vétérans algériens de la guerre d'Afghanistan, retranchés depuis dans la Casbah, c'est ce qu'a annoncé il y a quelques minutes la radio algérienne. 24 heures après l'instauration de l'état d'urgence, le FIS, le Front islamique du salut, appelle les Algériens à ne pas se résigner. L'Algérie a pourtant vécu dans le calme cette première journée d'état d'urgence. D'Alger, la correspondance de notre envoyé spécial, Morada Tabouche. Ce qui surprend le plus en arrivant à Alger, c'est le calme qui règne. Sur la route qui mène de l'aéroport Ouari Boumedienne au centre-ville, 5, 4, 3, 2, 1. Ce qui surprend le plus en arrivant à Alger, c'est le calme qui règne. Sur la route qui mène de l'aéroport Ouari Boumedienne au centre-ville, la présence policière est très discrète. Les militaires sont absents. Dans les artères principales de la capitale, aucune tension n'est perceptible. Même si la ville grouille de monde, les Algérois, comme à l'accoutumée, font leurs courses, lisent les journaux, attendent le bus, interpellent les taxis, rien que de très normal. En revanche, à Bab el-Oued, quartier populaire et bastion des intégristes du Front islamique du salut, les forces de l'ordre sont omniprésentes. Il est vrai que la nuit dernière, des coups de feu ont été entendus. À la Casbah, en plein cœur d'Alger, les forces anti-émeutes recherchent les Afghans. Ces vétérans algériens de la guerre d'Afghanistan, tout acquis à la cause du Front islamique du salut, qui aurait, selon la radio algérienne, assassiné 6 policiers. L'un d'entre eux aurait été étranglé. L'information n'a toujours pas été confirmée. Ce soir, dans moins de 20 minutes, le président Mohamed Boudiaf doit prendre la parole à la télévision algérienne. Assurément, il devrait expliquer les raisons pour lesquelles l'état d'urgence a été imposé dès hier soir 20h. Aussi, ce qui risque de se passer dans les jours, les semaines à venir. Et selon la Sûreté nationale, 2 autres policiers auraient été assassinés ce matin à l'arme blanche par des intégristes à Borj Menaïl.
Bâillonner, éliminer le fils, c'est clairement la volonté du pouvoir incarnée par le Haut Comité d'État et son président, Mohamed Boudiaf. La procédure de dissolution du fils n'en est que la dernière étape. L'opération a commencé il y a déjà quelques semaines, mais le fils n'a pas peur. Sylvie Levet. En toile de fond, l'état d'urgence et l'annonce d'une dissolution imminente du fils, ou le dernier acte légal de Mohamed Boudiaf pour étouffer toute velléité politique des islamistes. En fait, depuis le coup d'État du 11 janvier dernier, un véritable processus de sape a été mis en branle contre le fils. Voici retracé le film chronologique de ce coup de grâce. Acte 1. Toute prêche politique, partisane est prohibée par la loi. Les mosquées serviront exclusivement à la prière d'Allah. Acte 2. Cette presse, elle aussi qualifiée par les autorités de partisane, est retirée des kiosques. Les islamistes se trouvent du même coup privés de leur droit d'expression. Acte 3, les leaders militants du fils, tels Abdelkader Hachani, que vous voyez ici, sont arrêtés. Vainqueurs du premier tour des élections, ils n'ont plus droit à la parole ni à ce genre de discours. Notre but idéal, c'est de voir une république islamique, non pas en Algérie, mais à travers tout le monde entier. Pourquoi pas? Acte 4, hier matin, le siège du fils à Alger est bouclé, le parti lui-même dissous. Les islamistes vont-ils entrer en clandestinité? Clandestinité, manifestation de rue, comme ces derniers jours dans les grandes villes algériennes, deux contre-pouvoirs qui n'ont pas envie de se taire. En face, des militaires qui veillent plus que jamais. Quoi qu'il advienne de l'état d'urgence, avec ou sans le fils, les problèmes demeurent. La jeunesse algérienne rêve d'autre chose que de chômage et de crise d'identité. Les islamistes leur avaient fait miroiter un monde meilleur. Mohamed Boudiaf et son état d'urgence seront-ils une alternative crédible? L'aide ou le chaos, disait à Paris Boris Yeltsin. Les Occidentaux ont ostensiblement choisi leur camp, celui de l'aide humanitaire aux anciennes républiques soviétiques. Dernier exemple en date, le gigantesque pont aérien qui a démarré ce matin. L'opération Espoir, ponctuelle mais spectaculaire, lancée à grand renfort de publicité par les Américains. Les Européens suivent, même s'ils sont présents depuis des mois sur le terrain de cette aide humanitaire. Alain Chabot, Alain Thomas. Impressionnante mobilisation ce matin sur l'aéroport de Francfort pour le lancement officiel de Provide Hope. Une opération grand spectacle avec des dizaines d'avions cargo qui s'apprêtent à décoller devant les caméras des télévisions venues du monde entier. Tous attendent le coup d'envoi donné par le secrétaire d'État américain. Un discours en forme de rendez-vous avec l'histoire. La guerre froide est terminée et il est temps pour nous tous de nous unir afin de construire une paix nouvelle. Et aujourd'hui, la paix passe par l'aide humanitaire. Avec Provide Hope, ce sont 2500 tonnes de nourriture et de médicaments qui vont être acheminés en 15 jours vers une vingtaine de villes de l'ex-URSS. Au total, 54 vols seront nécessaires pour ce gigantesque pont aérien réalisé au départ de l'Allemagne, mais aussi de la Turquie et du Japon. Les pays de la CE, et notamment la France, qui fournit 4 avions, participent modestement, il est vrai, à cette opération essentiellement américaine. Mais en fait, ce sont les Européens qui assurent depuis longtemps l'essentiel de l'aide humanitaire en direction de l'ex-URSS. L'Europe aide depuis plus de 2 ans et 2 ans et demi la Commission, les Allemands énormément, les Français, les Italiens, les Anglais. Et nous sommes pour 80% de l'aide à l'Union soviétique à l'ex-Union soviétique depuis longtemps. Pour la petite histoire, la nourriture fournie par les Américains proviendrait des stocks militaires de la guerre du Golfe. Mais cela, les habitants de l'ex-URSS n'ont pas besoin de le savoir. Retour en France avec la politique. 11% seulement des Français auraient une bonne opinion des responsables politiques. Sondage IFOP apparaître demain dans le Parisien. Mais à 6 semaines des élections régionales, la 3, associée pour l'occasion à Antenne 2, Radio France et Paris Match, vous propose à partir de ce soir 22 sondages réalisés par BVA. Un sondage par région, en commençant par la région Rhône-Alpes. Et les résultats montrent une tendance que l'on retrouvera très probablement dans d'autres régions. Maintien de l'opposition RPR-UDF, poussée du Front National, baisse du Parti Socialiste et émergence des écologistes. Classique donc pour une région de droite dont la présidence ne risque pas d'échapper à Charles Millon. Tendance, Jean-Baptiste Prédali. Dans les intentions de vote des électeurs des 8 départements de la région Rhône-Alpes, le Parti Socialiste perd 10 points par rapport à son score des régionales de 86. Le PS n'atteint pas les 20%. Le Parti communiste se maintient à 8%, mais la gauche se trouve handicapée par une dispersion de ses forces, avec la présence de listes Nouvelle Gauche animées par Haroun Tazieff.
Dans l'opposition, les listes d'union RPR-UDF restent stables à 39%, mais le Front National obtient 16% des intentions de vote, plus 6% par rapport à 86 et un électorat mieux mobilisé. Tendance nationale confirmée dans la région, la poussée écologiste. Avec une particularité, Génération Écologie devance les Verts d'Antoine Wechter. Montée en puissance explicable, l'environnement constitue la troisième préoccupation des électeurs derrière l'emploi et les inégalités sociales. Ces mêmes électeurs se détermineront le 22 mars à 63% par rapport à la situation générale en France. Enfin, pour gérer la région, 40% des électeurs se prononcent pour une alliance entre majorité régionale actuelle et écologiste en cas d'absence de majorité après le scrutin. Ils sont 33 militaires, policiers ou gangsters jugés depuis ce matin par le tribunal correctionnel de Pau pour un vaste trafic d'armes. Principal inculpé, un caïd marseillais, Georges Calmet, qui se prétend chargé de mission pour plusieurs ministères. Du coup, ses avocats requièrent la citation comme témoin d'un chef des services spéciaux et d'un ancien conseiller de l'Élysée. Nathalie Pinard, Denise Deus. C'est un procès exceptionnel qui s'ouvre à Pau. 33 inculpés devant le tribunal correctionnel, l'intégralité d'un réseau de trafic d'armes démantelé en mars 91 dans le sud de la France. Côte à côte, des militaires et des gangsters. Principaux protagonistes, un médecin commandant de Carcassonne, un CRS de Toulouse, un douanier de Narbonne, un restaurateur ariégeois, sans oublier le caïd marseillais Claude Calmet, le fils du chimiste de la French Connection, qui se prétend agent de renseignement et évoque des contacts avec l'Élysée. Ce matin, coup de théâtre, un des avocats de la défense demande que soit cité comme témoin un conseiller du président de la République. L'un des témoins a révélé que l'un des principaux intervenants dans le trafic d'armes avait des contacts réguliers avec l'Élysée et avait été reçu par l'un des conseillers spéciaux de François Mitterrand, M. François de Grossouvre. Deuxième aspect inattendu du procès, la DGSE. On a utilisé la passion de Pull à un certain moment dans des organismes tout à fait officiels pour récupérer aux Zaïre des armes qui ont servi à la DGSE et qui ont été ramenées par la DGSE en France. Donc ce sont des pratiques des services secrets. Il semblerait, d'après le dossier, qu'il y ait certaines pratiques dans ce domaine, c'est sûr. Ça paraît tout à fait évident, ça. Cité comme témoin, Christian Vie, le chef du service action de la DGSE, nie formellement avoir eu connaissance de l'existence du trafic d'armes. Un trafic qui soulève bien des questions dans un procès fleuve qui devrait durer toute la semaine, peut-être jusqu'à dimanche. Pour rapprocher l'entreprise et l'école, une opération de charme a été lancée par l'association Jeunesse et Entreprise. Des patrons débarquent dans les classes de 4e pour expliquer leur métier aux élèves. Un pont jeté entre deux mondes qui d'habitude s'ignorent. Anne Gouraud, Pierre Michel. À 42 ans, Alain Lombard retourne à l'école. Il est l'un des milliers d'entrepreneurs à avoir accepté de participer à la campagne de séduction lancée dans toute la France par Jeunesse et Entreprise. Alors moi je m'appelle Alain Lombard, je suis responsable d'une entreprise de réparation de véhicules industriels, c'est-à-dire que nous réparons des camions. Face aux entrepreneurs volontaires, des élèves de 4e. Car à 13 ans, beaucoup de jeunes ne savent pas quelle orientation choisir, faute de connaître le monde du travail. Le dialogue instauré avec Alain Lombard permet de réviser certains clichés. Est-ce que tu pensais que c'était comme ça un mécanicien ou un garagiste? Pas du tout. Quelle image tu avais en tête? Bah avec une blouse bleue, crasseux. Il y a des choses que je savais pas. Exemple? Bah, comment gérer une entreprise, l'emploi du temps. Ça montre qu'il y a aussi des entreprises moins connues qui marchent bien. En fait, ce sont deux mondes qui s'ignorent, qui ne se méprisent pas du tout d'ailleurs, mais qui ont vis-à-vis l'un de l'autre une certaine méfiance. Et il est indispensable pour l'intérêt des entreprises, pour l'intérêt du monde de l'enseignement et surtout pour l'intérêt des jeunes que ces milieux se rapprochent. Mise en place avec l'accord du ministère de l'Éducation nationale, la campagne de sensibilisation passe aussi par la distribution d'une brochure dans les classes de 4e. 750 000 élèves ont ainsi reçu cet ABC du monde de l'entreprise, dans lequel ils feront peut-être bientôt leur premier pas. Les Jeux Olympiques et une défaite française. En hockey, la Tchécoslovaquie a battu la France 6-4. Une courte défaite hier déjà contre le Canada, une autre aujourd'hui contre les Tchécoslovaques. Décidément, le podium s'éloigne. Rémi Gdicelli. Insolents les Français. Dès la 5e minute de jeu, Arnaud Briand ouvre le score sur une très belle action collective.
Les Tchécoslovaques n'ont toujours pas compris et 30 secondes plus tard, Antoine Richet part seul en contre. Fan de Palais, la France mène 2-0. Stupeur d'Ivan Linka, l'entraîneur tchécoslovaque, pendant que Brusa, le gardien, fait le gros dos. Deuxième tiers-temps, à 5 contre 3, les Rouges réduisent d'abord le score par Schmelik. Et puis le temps se gâte avec l'égalisation de Horava, suivi du troisième but tchécoslovaque signé Janecki. Et tant qu'on y est, d'un quatrième pour Liba. Effondrés les Français, pas du tout. Juste avant la pause, Almazy ramène le score à 4-3. Oui, mais les Tchécoslovaques aiment marquer. La preuve, début du troisième tiers-temps et nouveau but de Janecki. Janecki, imité 40 secondes plus tard par son compère Rosol, 6-3 pour les Tchécoslovaques. Alors Peter Almazy joue les effrontés et balade tout le monde. Génial, la France n'est plus qu'à 2 buts de l'espoir. On en restera pourtant là. Antoine Richet et les siens devront maintenant battre la Suisse ou la Norvège s'ils veulent accéder au quart de finale et à une 8e place historique pour le hockey français. L'épreuve la plus attendue aujourd'hui, c'était la descente du combiné, toujours sur la redoutable piste de Bellewaerde à Val d'Isère. Retard et cette fois-ci, victoire d'un Norvégien, Dominique Champeau. De lourds nuages accrochés au sommet de Bellewaerde ont retardé longtemps le départ de cette descente du combiné. Numéro 1, Marc Girardelli l'est incontestablement. Le combiné semble avoir été fait pour lui. C'est un vrai polyvalent, aussi à l'aise en descente qu'en slalom. Malheureusement, Girardelli n'ira pas loin et comme hier, il quitte Bellewaerde sur une grosse déception. L'épreuve qui vient de perdre un favori en perd un second. Au même endroit, Gunther Mader, touche-à-tout autrichien, disparaît à son tour. La route du titre est désormais largement ouverte pour Paul Acola. Le Suisse, brillant dans tous les domaines, se classera 5e, mais se retrouvera demain dans les piquets du slalom sur son terrain de prédilection. Ce qui évidemment n'est pas tout à fait le cas de Hans-Jörg Thorsen, le vainqueur d'aujourd'hui, mais qui lui, après cette épreuve de glisse, a mangé son pain blanc. Côté français, Jean-Luc Crétier fut un des rares slalomeurs à avoir limité les dégâts. 9e aujourd'hui, il retrouvera demain une discipline dans laquelle il se sent à l'aise. Ouais, je suis en position favorable, mais bon, il y a encore des clients qui sont là. Bon, on va voir. Hein. Un espoir de médaille peut-être, à moins qu'une fois encore les Italiens viennent brouiller les pistes. Ils sont 3 dans les 6 premiers et on connaît mal les réelles possibilités du jeune Gianfranco Martin, 2e de la descente aujourd'hui. En 2 temps aussi, le combiné nordique avec un 15 km de ski de fond et dès demain matin, le saut du tremplin de 90 mètres de Courchevel. Un Français décollera dans la peau d'un super favori pour la médaille d'or, le Jurassien Fabrice Guy, vainqueur de la Coupe du Monde. Portrait, Jean-Philippe Guillain. Start number 19, Fabrice Guy, France. C'est sur ce tremplin que Fabrice Guy va jouer sa médaille. S'il réussit son saut, il est assuré d'une place sur le podium. Grandissime favori, il doit surtout éviter la faute. J'étais surpris d'aller aussi loin et j'ai voulu faire un très beau saut, faire un télémarque. Puis comme c'était pas très bien damé, la neige n'accélérait pas, ça m'a bloqué, j'ai fait une petite toupie, mais il n'y a pas de problème. Des problèmes, ce Jurassien de 23 ans en a connu cette semaine. Blessé au genou pendant une partie de football, il a bien cru qu'il ne retrouverait pas tous ses moyens à temps. Vainqueur cet hiver de 4 des 5 épreuves du combiné nordique, il sait que s'il n'est pas distancé en saut par ses concurrents, il les battra en ski de fond. Doté d'une exceptionnelle volonté, il s'économise pour mieux bondir. La preuve, après son saut raté ce matin, il atterrit à 88,50 mètres du tremplin. Le plus important, c'est pas de s'occuper des autres et d'être persuadé que je vais aller loin. Ça, c'est un truc dans la tête. C'était une préparation un peu spéciale. Une préparation pendant laquelle Fabrice répète chaque geste avec le même sérieux, la même minutie. Soutenu par toute l'équipe de France, c'est dans la solitude et la concentration qu'il se ressource avant leur hache. Inconnu il y a quelques mois encore, ce petit gabarit d'1,72 m pour 62 kg peut rêver de médaille. C'est à son fils Samuel, 14 mois, qu'il espère la dédier. À côté des compétitions officielles, il y a les épreuves de démonstration. Exemple, le ballet acrobatique où un Français et une Française se sont illustrés cet après-midi. Une médaille d'or et une médaille d'argent, même si ce sont des médailles en chocolat qui ne compteront pas dans le palmarès final. Didier Balaise.
Cathy fait chose, la skieuse de Courchevel enchaîne parfaitement figures acrobatiques, sautées et glissées. Dans le stade de ballet long de 260 mètres, elle séduit les juges par une chorégraphie très aérienne et se voit attribuer la médaille d'argent. Déjà en tête à l'issue des éliminatoires, Fabrice Becker, très tonique mais non agressif, exécute les 19 figures imposées dans le respect du rythme, utilisant l'espace à merveille. 2 minutes pleines d'émotion, d'originalité et de maintien, où se mêlent les hélicos, les saltos et les figures de liaison. Le public a compris qu'il vivait un grand moment, résultat, médaille d'or pour Fabrice Becker. Première chute de neige sur la Savoie depuis le début des Jeux Olympiques. Mais sur place, à Albertville, la machine olympique ne s'est pas grippée. Tout va bien. Le reportage de notre station régionale de Lyon. Première neige cette nuit sur la Savoie olympique. Dès 6 h du matin, les chasse-neige étaient à pied d'œuvre. En milieu de matinée, tous les sites sont accessibles. Il aura fallu quelques heures, 150 engins et 300 hommes au service des routes pour venir à bout d'une dizaine de centimètres de neige. Aucun accès n'aura été bloqué, aucune avalanche déclenchée. Les chutes n'étaient pas assez importantes pour prendre en défaut le dispositif. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas eu de problème, puisque les chutes de neige ont été faibles, une dizaine de centimètres. À partir de 5 h du matin, donc on a les 150 engins qui sont sortis à ce moment-là, et ça a été déneigé très rapidement, les routes n'ont jamais été fermées. C'est vrai que si on a des chutes de neige exceptionnelles, qui sont au-delà de 8 cm à l'heure, on risque d'avoir des difficultés. Mais je dirais on a une telle armée au pied de guerre que ce sera résolu, je pense, assez vite. Autre risque qui pourrait provoquer des bouchons, les automobilistes qui auraient oublié leur chaîne ou encore les bus en panne. Mais pour eux, 7 dépanneuses ont été spécialement achetées par les organisateurs des JO. Théâtre maintenant. Depuis 30 ans, ils n'ont cessé de se croiser sur les planches. Il y a 2 ans, par exemple, Pierre Arditi était Don Juan, Marcel Maréchal son valet Sganarelle. Quel est celui qui anoblit, quel est celui qui asservit? Aujourd'hui, il change de rôle. Le maître, Puntilla, c'est Maréchal, le valet, Mati, c'est Arditi. Dominique Poncet et Guy Nevert ont assisté à une représentation au théâtre de Chaillot. Mon devoir de jeter un œil sur... Regarde Mon devoir de jeter un regard sur la fille de mon patron comme sur une créature d'essence supérieure descendue de là-haut, M. Puntilla. Et devant un tel spectacle, tu écarquilleras les yeux dans une stupeur incrédule. Devant un tel spectacle, j'écarquillerai les yeux dans une stupeur incrédule, M. Puntilla. Une fois encore, voici donc ces 2 vieux complices réunis sur un même plateau. Pierre Arditi pour incarner un chauffeur qui aurait quelque chose d'un clown blanc, Marcel Maréchal pour interpréter un milliardaire qui ne jubile que lorsqu'il est rond. La pièce s'intitule Maître Puntilla et son valet Mati et elle est signée Bertolt Brecht. On a peut-être un peu asséché Brecht trop vite, et alors que Marcel, tout en gardant une rigueur absolument totale sur le propos, il met le charnel, le sensuel, l'humour, la santé, la jubilation. Oh, ne me parle pas de ce Puntilla-là, c'est notre ennemi à tous. Il s'est noyé cette nuit, le méchant homme, dans une bouteille de punch. De punch, on dit punch. C'est une comédie populaire, Brecht l'a voulu comme ça, et je crois qu'il faut la jouer avec un tonus extraordinaire. C'est quasiment du fado. Sais-tu faire l'amour de façon convenable? Pareil que oui. Ouais, ben c'est pas important. Mati, sais-tu faire l'amour de façon pas convenable du tout? Ça, c'est l'essentiel. On voudrait essayer de nous faire croire en ce moment que la culture c'est forcément chiant, c'est pas vrai. D'ailleurs, il n'y a qu'à venir voir le spectacle le soir, les gens sont ravis, ils se marrent et ils sortent de là et ils ont réfléchi. Il ne faut pas rater ce spectacle, car il est joué avec malice et jubilation par une bande de comédiens qui s'entendent tous comme la rose en foire pour nous donner à voir et à entendre un Brecht généreux et flamboyant. Il a encore plus de dettes que nous ne pensions. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo complètes de Michel Touré et vous avez rendez-vous à 22 h 20 avec Marc Hautement pour Soir 3. Je vous souhaite une très belle soirée. Bonsoir.